Merci. Madame la ministre, je vous laisse la parole pour répondre à l'ensemble des orateurs dans l'ordre que vous voulez, bien sûr. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Bon, comme il y a beaucoup de... En fait, il y a trois grands thèmes hein, dans toutes vos questions. Il y a la prévention, il y a bien sûr l'AME, et ensuite les moyens d'investissement, et puis après quelques petites questions particulières. Je voudrais d'abord répondre à Madame la rapporteure à propos de Mayotte. Nous savons bien sûr, Madame la rapporteure, que la situation est très difficile à Mayotte. Je cherche d'ailleurs mon petit papier que je ne retrouve pas, si je l'ai là. La situation est très difficile à Mayotte, qui manque beaucoup de médecins, surtout de fidélisation. Et que bien sûr tout repose sur un établissement hospitalier et que toute la volonté d'organisation de maisons médicales ou de centres médicaux est difficile et que les personnes ne s'y rendent pas forcément facilement. Bon, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'indemnité particulière d'exercice dont vous m'avez parlé, j'ai signé une lettre de couverture pour autoriser son renouvellement. Donc cette lettre, elle est signée. Donc cette indemnité, cette IPE peut être remise, bien sûr, dans les circuits. Bien entendu, l'attractivité, ce sera de travailler sur la rémunération des praticiens, bien sûr, sur une rémunération qui, à mon avis, engage qu'ils arrivent à rester sur le territoire pendant un temps suffisamment long, cette IPE, et bien sûr, il faut que nous travaillions sur, vous l'avez dit, la formation des professionnels de santé dans le département. Je pense que c'est très important. Et bien sûr, il y a le sujet des PADU en outre-mer, comme en métropole, où leur exercice doit être peut-être encore plus facilité parce qu'il y a des besoins. Nous en avons beaucoup besoin ici dans l'Hexagone, mais vous en avez aussi besoin à Mayotte. Et je crois qu'il y a 80 des postes qui ont été ouverts par les ARS concernés, et ça a permis l'ouverture de nombreux postes à Mayotte de PADU, bien sûr. Donc voilà, c'est avec tous ces moyens et bien sûr la réserve. Je sais que ce n'est pas satisfaisant, mais c'est de la solidarité nationale néanmoins. Et je pense que cette solidarité, elle doit continuer à s'affirmer le temps que nous trouvions des moyens d'avoir une situation plus pérenne pour les professionnels de santé dans ce département. Vous avez ensuite parlé tous de prévention. Prévention, et de ce budget 204, cette ligne 204. Bien sûr que ce qui est difficile avec ces budgets dans le PLF, c'est qu'ils s'imbriquent complètement aussi avec le PLFSS. Ces sujets de prévention sont essentiels. Que finance ce budget 204? Il finance essentiellement déjà des grandes agences comme l'ENCA et l'ANSES, qui ont leur programme, et dans ces budgets-là, pour 2025, il n'y a pas de diminution pour ces deux organismes de budget, qui restent au même niveau que 2024. Ça finance ensuite le soutien à de très nombreuses associations qui travaillent dans que ce soit la lutte contre les addictions, contre le tabac, contre l'alcool. Enfin, c'est tout un tissu associatif qui porte des politiques préventives. Là, l'enveloppe n'a pas été touchée non plus. Elle est maintenue. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. La diminution de ce budget, essentiellement, vient de ce fameux Rescue 2, qui est en fait la prise en charge sur les crédits nationaux de ce dispositif. Ce dispositif qui permet d'avoir des réserves, je vais dire, des stocks nécessaires en cas de crise sanitaire, et nous avons connu une crise sanitaire récente. Et nous prenons en charge une partie, bien sûr, de
ces équipements, même là. Et ensuite, il y aura d'ailleurs, pour certaines sommes, un remboursement de l'Union européenne qui participe au financement de tout cela. Donc, si vous voulez, c'est surtout ce programme-là qui fait la différence, puisque en 2024, il y a eu une somme importante, une somme beaucoup moins importante cette année, mais qui correspond aux besoins, qui n'a pas été... voilà. Donc, c'est une première explication. La deuxième, bon, ce que je veux signaler quand même, que Wallis et Futuna, les crédits sont en hausse de 4 millions d'euros en fonctionnement et 4 millions d'euros en investissement. Je pense que c'est quelque chose qui est important aussi, puisque vous savez que l'agence de santé de Wallis et Futuna est financée sur ces budgets. Et donc, nous n'avons pas de perte de financement sur les acteurs majeurs qui portent la prévention. À la question, faut-il améliorer la visibilité et les politiques de prévention? Je réponds oui. Je réponds oui. Ce sont des politiques qui sont éparpillées. Elles sont éparpillées par nature, de façon interministérielle aussi, puisqu'il y a de la prévention qui est faite au niveau de l'éducation nationale, il y a de la prévention qui est faite au niveau du ministère du Travail, prévention à la santé. Il peut y avoir de la prévention dans tous les domaines, de la prévention qui est portée avec des fonds, par exemple au niveau du ministère de l'Environnement, au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de canaux dans ces politiques de prévention. Il y en a bien sûr majoritairement qui sont portés dans ce budget de 104, mais également de la prévention qui est portée dans le PLFSS et portée par la Caisse nationale d'assurance maladie, de la prévention qui est portée par les mutuelles, de la prévention qui est portée et financée par des tissus associatifs qui ne rentrent pas dans ces canaux-là. Donc, si vous voulez, tout cela est trop complexe et on ne sent pas, effectivement, on n'arrive pas à décrire une politique suffisamment structurée et il faut que nous arrivions à structurer cette politique. Là, je suis entièrement d'accord avec vous tous ici. Elle demande de la structuration, peut-être une évolution, effectivement, aussi de son financement. C'est une question qui se pose. Donc moi, je vais lancer une mission ou demander l'aide de parlementaires aussi pour réfléchir à tout cela, afin que l'on puisse ensemble lancer cette structuration. Est-ce que ça passe par... alors, je vais vous dire, on n'aime pas les nouvelles choses, les nouvelles agences, les choses, etc. Je ne sais pas si ça passe par mais il faut que quelqu'un structure et fasse de l'interministériel. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, la visibilité, elle n'est pas bonne. Et nous travaillons quelquefois sur des mêmes sujets sans le savoir. Et nous portons pas des messages contradictoires, heureusement. Mais voilà, je pense que tout ça peut manquer d'efficacité. Donc, je voudrais vraiment que nous arrivions à rationaliser tout cela. Donc, ça fait partie des pistes de travail que je souhaiterais. Et dans la prévention, aujourd'hui, il a été évalué qu'il y avait à peu près plus de 5 milliards d'euros, 5 milliards et demi d'euros qui étaient mis sur la prévention. Dans les différents ministères, les collectivités également, parce que les collectivités aussi travaillent dans le domaine. Donc, en fait, il y a des canaux multiples. Et je crois que nous avons vraiment besoin de travailler à améliorer tout cela. Pour le sujet de l'AME, bon, moi, je voudrais éviter toutes les caricatures, mais toutes. Je pense que je suis une femme de bon sens et de pragmatisme. Le bon sens et le pragmatisme me font d'abord regarder un petit peu l'évolution des choses et me font aussi lire les rapports qui sont faits par des personnes dont on peut penser qu'elles sont complémentaires et qu'elles ne pensaient pas la même chose au départ. Je parle de messieurs Evin et monsieur Stefanini, et qui ont fait un travail coordonné très intéressant, que j'ai moi-même rencontré, je les ai rencontrés, pour qu'ils me détaillent un petit peu leurs conclusions. L'AME, je le redis, c'est un problème de santé publique, c'est un problème sanitaire. Quand je lis, par exemple, je donne un simple exemple, quand je lis dans les documents qui me sont donnés, j'en lis des tonnes, que
le médicament, enfin les traitements principaux qui sont pris en charge par l'AME, le plus pris en charge par l'AME aujourd'hui, c'est les traitements antiviraux contre le VIH. Je me dis que ça ne fait pas partie de ce qu'on pourrait mettre dans une urgence, mais que c'est une urgence sanitaire et qu'il faut le prendre en compte. Et que si on ne soigne pas ces personnes qui bien souvent ont été infectées en France, pas forcément arrivées avec le virus, eh bien, je peux vous assurer que c'est un vrai problème de santé publique. Donc moi, je ne peux pas, avec des exemples concrets, je pense qu'on peut parler de personnes et de risques aussi de transmission de maladies importantes. Vous me parliez des oreilles décollées, c'est caricatural. J'ai demandé les oreilles décollées en question, ça n'a jamais été pour un problème d'esthétique, ça a toujours été ou pour des problèmes infectieux ou pour des problèmes, c'est des interventions, mais il y avait un problème de santé derrière, c'est 10 000 € en 2023. L'anneau gastrique, je ne sais pas quelle était l'indication, c'était 4 000 €. Donc, c'est caricatural de quelque chose qui n'a pas de fondement, sinon de porter des choses pour, comment dire à la population, regardez, vous, on ne vous donne pas les moyens, on ne vous soigne pas bien, mais eux, on leur donne les moyens. C'est pas honnête, ça. C'est pas, non, mais je sais que c'est vous, c'est pas ce que vous avez dit, mais ce que d'autres disent. C'est pas honnête. Ce que je souhaiterais vraiment, c'est qu'on soit dans une vraie responsabilité sanitaire de santé publique. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire, et il faut que l'AME reste l'AME. Une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer de travailler sur le sujet. Et le rapport Stefanini-Evin le propose. Et nous allons, j'ai rencontré d'ailleurs le ministre de l'Intérieur sur ce sujet. Il est convenu avec moi que c'était bien un sujet de santé publique. Et nous allons travailler afin de continuer à améliorer ce dispositif parce qu'il y a encore des choses à faire pour éviter effectivement des choses qui ne paraîtraient pas justes. Mais la fraude, elle est très très peu. Il y a des contrôles a priori déjà sur les dossiers d'inscription. Les contrôles a priori ont montré, je pense, 2% sur les dossiers contrôlés, 2% de dossiers qui n'étaient pas conformes. Il y a des contrôles a posteriori sur les dépenses. Les contrôles a posteriori aussi sont les fraudes sont très marginales parce que tout cela est contrôlé. Donc l'AME permet très simplement une chose, c'est que ces personnes-là qui sont des immigrés en situation irrégulière, qui ont des revenus inférieurs à 847 € par mois, de pouvoir avoir accès à des soins et à des soins en médecine de ville, ce qui évite aussi d'embouteiller les hôpitaux et de les suivre dans des conditions plus légères en termes de coûts que dans des hôpitaux. Donc, voilà, je pense qu'avec une AMU, les choses coûteraient beaucoup plus cher en définitive, parce que les personnes seraient prises beaucoup plus tard et avec des frais de santé beaucoup plus importants et un risque sanitaire pour la population française aussi. Donc moi, voilà, je veux qu'on soit conscient de tout ça, et c'est pour ça que je porte la raison, il me semble, en plus de l'humanité, parce que ça fait partie de ce que je pense aussi, mais il ne faut pas déraisonner dans ce domaine-là. Ensuite, il m'a été posé des questions sur la territorialisation de la médecine nucléaire. Alors ça, Monsieur Lozana, oui, effectivement, bon, notre objectif, c'est d'assurer la qualité et la sécurité du parcours des patients. Les professionnels doivent être en nombre suffisant et formés. Donc, le nombre de médecins nucléaires a quand même augmenté de 32% entre 2012 et 2023. Marquez, s'ils n'étaient pas assez nombreux, 32% de pas nombreux, peut-être que vous jugez que c'est pas assez, mais je crois qu'il faut qu'on continue nos efforts. Et
bien sûr, la réflexion doit s'ouvrir sur la pratique avancée pour les manipulateurs radio aussi, hein. Parce que là aussi, nous pouvons avoir des besoins et les rémunérations seront revalorisées par les mesures Ségur ainsi qu'au service de médecine nucléaire des établissements. Et merci pour l'engagement, pour avoir signalé l'engagement à l'interdiction des puffs et des pushs, puisque nous sommes dans, là aussi, de la prévention qui nous demande d'interdire, qui nous amène à interdire des choses. Je regarde un petit peu recettes, voter le, ouais, lutte contre la fraude, j'en ai parlé. L'endométriose, bien sûr que ça fait partie de la prévention. Moi, je souhaite faire un vrai, comment dire, je ne vais pas dire package, mais j'aime pas ce mot, mais un vrai sujet sur la santé des femmes, en commençant par les plus jeunes, les adolescentes. Ensuite, bon, il y a tous les risques, VIH, etc., santé sexuelle, qui sont absolument essentiels. En continuant avec la périnatalité, on a vraiment un sujet, notamment de prise en charge des mères qui viennent d'accoucher en termes de santé mentale également. Également en prenant en compte l'endométriose, on en parlait, et sa détection, et on a notamment un nouveau test salivaire qui est actuellement, dont on a donné une autorisation voilà, à l'HAS a donné une validation pour que ce test soit mis en œuvre et étudié et à disposition. Pardon. Oui, il est très cher, mais écoutez, je pense que là aussi, s'il y a une utilisation, les prix baisseront. Et ensuite, bien entendu, alors il y a d'autres sujets. On m'a parlé, on m'a parlé, je sais, ovaires polykystiques. Enfin, il y a beaucoup de sujets. La ménopause, pour lequel j'ai demandé à Stéphanie Rist, j'ai confié une mission à Stéphanie Rist. Donc, on a vraiment beaucoup de sujets autour de la santé sexuelle des femmes et de la santé des femmes. Et vous m'avez parlé des protections périodiques. Oui, c'est financé, mais pas dans le PLF. C'est financé dans le PLFSS, puisqu'il y a une ligne pour cela. Et donc, vous avez, oui, je suis à la recherche de tous les décrets et voilà, ils vont arriver. Donc tout cela est fait. Il y a la ligne de financement, mais ça, c'est dans l'ONDAM. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Coordination, crédit, prévention, délai de carence. Oui, ça c'est pour l'AME. Bon, ça avait été fait. Oui, alors si, il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu. Dans ce budget, effectivement, il y a une augmentation de 8% ou 9% de l'AME. Qui a été mise en œuvre. Ce budget a été réalisé et écrit, si j'ai bien compris, ces lignes-là en tout cas, à partir des bleus qui avaient été envoyés dans les ministères avant la dissolution en fait. Ça correspond effectivement à une estimation de l'augmentation des besoins. Moi, je reste persuadée. Est-ce qu'on peut écouter la ministre? Je reste persuadée que si nous sommes dans, d'abord, bien entendu, la lutte contre la fraude, qui est absolument essentielle, et des soins qui ne seraient pas adaptés. Deuxièmement, dans le travail que nous allons mener sur la possibilité de faire évoluer l'AME dans les droits qui sont décrits ou dans les possibilités qui sont décrites, je pense que nous devons pouvoir tenir le budget de l'année N-1, enfin de cette année 2024 qui sera reproduit en 2025. Et la dépose de l'amendement, bon ça c'est une question de séance. Moi pour l'instant, c'est Laurent Saint-Martin qui en a parlé, le ministre du Budget. Je le laisse gérer ce sujet, bien sûr. Voilà ce que je voulais dire. Et enfin, j'en ai parlé de la prévention. Yannick Monet, j'ai fait un petit peu une synthèse de tout cela. Bon, alors je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas,
moi, je vous remercie d'abord je vous remercie d'abord de l'intérêt que vous portez à ces budgets. Pas toujours facile de comprendre l'articulation de ces budgets avec l'articulation du PLFSS. Redire ici, ah si, j'ai oublié de parler de quelque chose. Tout ce qui est un investissement, en fait, qui est porté dans ces budgets pour la facilité de relance, qui avait été portée dans le plan de relance avec la part européenne qui était dégagée, sont dans ce budget, mais sont dans ce qui était prévu. Il n'y a pas de sujet de diminution de la part de l'Europe. Après, on porte au niveau du PLFSS le déploiement des budgets de financement d'investissement. Ça, c'est une autre partie du PLFSS, et il est certain qu'il y a des choses que l'on va devoir étaler un petit peu plus. D'ailleurs, en partie pour beaucoup, parce qu'il y a des projets qui ne sont pas prêts. Il y a des projets qui sont prêts à démarrer. Et je crois qu'il va falloir que l'on priorise aussi les choses, parce que on a une vraie réflexion entre ce qui a été annoncé comme volonté d'investissement nécessaire pour la plupart, les capacités à les porter, et les capacités à les porter dans des temps qui correspondent à des temps budgétaires que l'on peut. Enfin, il faut des plans pluriannuels, d'investissement en définitive. Et donc, tout ce travail est actuellement en cours au niveau des services et puis de mon cabinet pour qu'on ait une vision plus étayée sur ces investissements. Mais ça ne concerne pas uniquement, bien sûr, ces budgets où il n'y a que 6 milliards là qui sont, il y a 6 milliards qui sont déployés et qui sont des milliards européens. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de l'attention que vous portez à tous ces budgets. Madame la ministre.